Bonsoir madame. Bonsoir. On va faire ce soir avec vous un point complet. Quand on entend que le département de la Mayenne est en vulnérabilité élevée avec 7 foyers d'infection, il y a des raisons de s'inquiéter? Eh bien, je ne suis pas sûre. En fait, on est probablement dans la situation où on était dans certaines régions en janvier-février. Mais à l'époque, on ne le savait pas. D'abord, on ne faisait pas de tests, on n'avait pas encore les tests disponibles et on n'avait pas l'information donc du fait qu'il y avait des clusters. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est sous contrôle. Ce qui n'était pas le cas au mois de janvier-février où on était dans l'inconnu. Pour l'instant, tout est sous contrôle. Pour que ça reste sous contrôle, il faut qu'on continue à faire du diagnostic, à tracer les contacts, à les tester également rapidement et à les isoler. Mais il faut aussi qu'on respecte les gestes barrières. Bien sûr, on va en reparler tout à l'heure, bien évidemment. Mais en Mayenne, le seuil d'alerte de 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants a été dépassé. Ça, c'est inquiétant quand même. Les chiffres sont là, en tout cas. Ça veut dire qu'il y a une reprise. C'était attendu parce que le virus... Pourquoi attendu ? Parce que on a, disons, fait diminuer sa circulation grâce au confinement. Oui. On voit en fait, avec le développement de l'épidémie dans toutes les parties du monde, qu'il n'y a pas une sensibilité extrême à la chaleur, à la saison. Et donc, le virus continue à circuler. Et probablement qu'il est là pour de nombreux mois. Vous avez vu ce qui se passe à Barcelone aujourd'hui, où on demande aux gens de rester chez eux. Est-ce qu'on pourrait reconfiner la Mayenne ? La Mayenne, je ne sais pas. Hein. Le seuil qu'on a défini, c'est un seuil pour dire qu'il faut vraiment être très actif en termes de dépistage et en termes de retrouver les contacts. Mais on n'a pas une idée qu'avec ce seuil, on va se faire submerger. C'est au contraire un seuil qui est fixé finalement assez bas pour pouvoir permettre de donner le temps de réagir et pour contrôler la situation. On est à plus de 100 000, enfin en tout maintenant 400 000 tests par semaine, c'était 300 000, il y en a 100 000 de plus. Hein. Oui, et je pense qu'il faut... Les tests PCR par le nez. Voilà, et je pense qu'il faut encore qu'on continue cet effort. Dans toutes les régions, on a vu que les estimations du taux de reproduction dépassent 1. C'est aussi le cas, par exemple, de la Gironde, qui commence à avoir aussi ce même genre de situation. Ouais. Et après, on voit qu'il y a un certain nombre d'autres régions qui sont aussi avec des seuils supérieurs à 1 et sur lesquels il faut être très vigilant. Et d'ailleurs, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a demandé aux laboratoires de fournir encore plus de tests, etc. On en parlait, la Gironde, la Mayenne, donc. Il y a d'autres... c'est l'ouest de la France, hein, c'est ça. Il y a le Finistère, les Côtes-d'Armor. Il y a 2 foyers au Mans, en Normandie, dans l'Orne. C'est bien cela ce soir ? On voit plutôt que on a des situations de ce genre dans les régions qui avaient été peu touchées jusque-là. Bon, malgré tout, la région parisienne reste un petit peu une exception, mais je pense que ça s'explique par la densité de population et quand même l'importance des transports en commun, donc de situations où finalement on est forcément en contact avec les autres. Dominique Cassagliola, pourquoi ces régions, le fait qu'elles accueillent en ce moment même des vacanciers, ça peut expliquer cela ? Je ne suis pas complètement certaine. Bon, c'est sûr que ça augmente la densité de population, forcément. Je pense aussi que ce sont des régions qui ont été peu touchées jusque-là. Donc le virus a forcément plus de facilité à circuler parce qu'il y a moins de gens qui ont déjà été atteints et qui ont éventuellement une immunité en partie protectrice. SOS Médecins dit que les urgences sont plus contactées. D'après vos informations à vous, que se passe-t-il en ce moment dans les hôpitaux, en réanimation ? En réanimation, il y a quelques cas alors qu'ils n'en voyaient plus. En hospitalisation, il y a quelques unités Covid qu'on dû réouvrir. Mais disons, pour l'instant, on n'est pas dans la situation de mars. On reste dans la situation d'avant la grande vague, malgré tout. Ouais. Donc, ce que vous nous dites ce soir, c'est important. Il y a des signes, ils sont là, des signes inquiétants. Mais en tout cas, tout est sous contrôle. Oui, des signes qui méritent qu'on soit très vigilant et qu'on ne relâche pas la garde. Et je pense que ça va être comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, probablement. Jusqu'à quand ? Vous ne savez pas, bien sûr, mais je ne sais pas, parce que je ne suis pas Madame Soleil. Il faut qu'on s'habitue, vous êtes sur la bonne radio pour ça, il faut qu'on s'habitue à vivre avec ces masques qui redeviennent obligatoires à partir de lundi ou mardi prochain. Oui, je pense que sur les masques, il est important de dire que les données qu'on avait disponibles au début de la pandémie, c'était des données qui portaient sur les syndromes grippaux. Et là, ce virus-là, c'est pas le syndrome grippal, hein, c'est un coronavirus. Et ce qu'on a appris,
c'est que les gens pouvaient être contagieux sans avoir de symptômes ou avant d'en développer, et des fois plusieurs jours avant d'en développer. Donc c'est une des choses qui permet d'expliquer pourquoi dans les études qui ont été publiées, on voit un rôle du masque plus important pour le coronavirus que ça n'est le cas pour les syndromes grippaux, et on comprend bien avec ça. Et donc, il faut comprendre qu'en fait, les connaissances ont évolué. Bien sûr. Et c'est pour ça que maintenant, beaucoup de médecins et de scientifiques recommandent absolument le port du masque comme étant une contribution importante. Et il faut redire que le virus peut flotter dans l'air quelques heures en s'accrochant à des microparticules. Oui, alors, les situations quand même de transmission liées à ce type de portage du virus là dans l'air, c'est plutôt quand même à l'intérieur. Donc c'est surtout évidemment en situation où on est à l'intérieur qu'il faut absolument porter le masque. Et c'est pas à la place où il faut tout faire, c'est-à-dire à la fois les tests, le dépistage, le contact tracing, l'isolement et les gestes barrières. Donc pas seulement le masque, mais aussi la distanciation physique, le fait de se laver les mains régulièrement. Il faut faire tout ça. Concernant les vaccins, c'est pour quand? On en est où? Il y a déjà des synthèses de résultats? On commence à voir des résultats de phase 1, phase 1-2. Donc on a des résultats d'immunogénicité. Bon, évidemment, les gens qui les promeuvent les trouvent très beaux et les autres sont quand même encore un peu méfiants. Il faut savoir que, de toute façon, si on prend un exemple, alors c'est une maladie où c'est particulièrement difficile de faire un vaccin, mais moi je travaille dans l'infection à VIH. Des essais de phase 1 prometteurs, on en a déjà eu plusieurs, et pour l'instant on n'a toujours pas de vaccin, et le virus on le connaît depuis 1983. Donc pour l'instant... Et l'autre chose aussi, c'est que ça n'est jamais arrivé pour l'instant dans l'histoire qu'on développe un vaccin en moins de 10 ans après avoir découvert l'agent infectieux. Donc quand les gens disent on en aura un l'année prochaine, on aura peut-être des résultats de cette phase 3, ça ne veut pas dire qu'ils seront positifs. Dominique Castagliola, merci à vous, directrice de recherche de l'INSERM. Merci d'être passée sur Europe 1 ce soir.